Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Hebdo. Nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg pour parler d'une question brûlante d'actualité en Europe. Il s'agit des travailleurs détachés. Un accord a été trouvé lundi soir entre les 28 ministres du Travail de l'Union européenne. Emmanuel Macron a tout de suite parlé d'une victoire pour l'Europe. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Elisabeth Morin-Chartier. Bonjour, merci à vous d'être là. Vous êtes eurodéputée française, membre du Parti populaire européen et surtout co-rapporteur de ce texte sur les travailleurs détachés dont on va parler ici au Parlement. En face de vous, Guillaume Balas, bonjour, eurodéputé socialiste français, membre de cette même commission Emploi et Affaires sociales. Vous êtes donc très au fait de ces questions sur les travailleurs détachés. Bienvenue à vous. Et puis Jean Arthuis, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ancien ministre de l'économie, eurodéputé français également, membre de l'Alliance démocrate et libéraux, c'est-à-dire les centristes du Parlement européen. Et vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron. Alors on va bien sûr débattre de cette question des travailleurs détachés, mais avant cela, retour en images sur cet accord trouvé lundi soir entre les ministres du Travail de l'Union européenne. La France était en première ligne dans ces négociations. Le reportage de Stéphanie Despierres. Fin août, Emmanuel Macron est en voyage officiel dans l'Est de l'Europe. En Autriche, en Bulgarie et en Roumanie. Le nouveau président français veut convaincre ces pays de corriger la directive sur les travailleurs détachés, un de ses chevaux de bataille et une promesse de campagne. La directive travailleurs détachés telle qu'elle fonctionne est une trahison de l'esprit européen dans ses fondamentaux. Le marché unique européen et la libre circulation des travailleurs n'a pas pour but de favoriser les pays qui font la promotion du moindre droit social. Et on le voit bien, c'est ce qui d'ailleurs dans nos pays nourrit le populisme et érode la confiance dans le projet européen. 2 mois plus tard, Emmanuel Macron et son gouvernement remportent une première victoire. Au bout de 12 heures de négociations, lundi soir, les 28 ministres du Travail acceptent une grande partie des propositions françaises. La France, qui a réussi à convaincre tous les États membres, sauf 4, la Pologne, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie restent opposées à toute réforme de la directive sur les travailleurs détachés. Pour nous, c'est vraiment une première étape clé, décisive, dans la construction d'une Europe qui protège et qui unit, comme nous le souhaitons. Et ça donne une crédibilité, je pense, vis-à-vis de tous nos concitoyens, français mais européens, sur l'engagement des pays, des États membres dans cette direction. Grâce à cet accord, les salariés détachés seront mieux protégés, leurs droits seront renforcés. Et pour les entreprises, ce sont des conditions de concurrence plus équitables sur le marché intérieur. L'accord prévoit des changements majeurs. Premier principe, à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Les salariés détachés seront payés au salaire minimum du pays d'accueil, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils auront aussi droit aux primes. La durée du détachement sera clairement encadrée. Mission de 12 mois maximum. C'est ce que la France réclamait, mais elle a dû faire une concession. Il y aura une prolongation possible jusqu'à 18 mois si le pays d'accueil est d'accord. C'est symbolique en fait, car les travailleurs détachés restent en moyenne moins de 2 mois. Pour décrocher cet accord, Paris a aussi lâché du lest sur les transports routiers. Là, rien ne change. C'est l'ancienne directive qui continue de s'appliquer dans le secteur. La députée européenne qui a préparé le terrain, c'est elle, Elisabeth Morin-Chartier. J'ai pas la liste des compromis et amendements que tu m'avais préparés. La Française a rédigé le projet de réforme destiné au Parlement européen et voté la semaine dernière par les députés de la Commission Emploi. Un texte qui ne s'attaque pas au différentiel des cotisations sociales, mais au salaire réel. Il y aura exactement les mêmes lignes que sur la fiche de paye du travailleur national. Ça signifie qu'il y aura un minimum le salaire minimum, mais les primes qui peuvent y être associées, par exemple une prime de froid, une prime de pénibilité, une prime de risque. Une fois le texte voté en commission emploi au Parlement la semaine dernière, Elisabeth Morin-Chartier était confiante pour le vote des ministres cette semaine. Le Parlement
une nouvelle fois, montre qu'il est très européen et il va pouvoir montrer qu'il est très social et il va tracter le Conseil au-delà de tout esprit de repli nationaliste, voire de propos populistes. Un réajustement des rémunérations qui ne plaît pas à certains pays de l'Est, qui dénoncent une forme de protectionnisme. Je ne pense pas qu'on ait trouvé un juste équilibre entre la libre circulation des services et la protection des travailleurs. Je pense que nous devons mieux prendre en compte, être plus attentifs à la véritable liberté de circulation des entreprises. L'histoire n'est pas terminée. Le Conseil européen, le Parlement et la Commission doivent encore se mettre d'accord sur un même texte. Ensuite, les pays membres auront 4 ans pour le faire appliquer. Elisabeth Morin-Chartier, on vient de vous voir dans ce reportage de Stéphanie Despierres. Est-ce que ça a été si facile de trouver cet accord? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Moi, je suis très satisfaite du travail au Parlement européen. L'accord a été difficile à trouver, mais nous avons pris notre temps. 18 mois de travail. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que le travail ne remonte pas au voyage du président Macron en Europe centrale. Ça fait 1 an et demi qu'au Parlement européen, entre 751 députés, 8 groupes politiques de 28 États membres, nous tricotons ce consensus et cet accord. Voter un mandat de négociation, voter à 85% des voix en commission emploi affaires sociales. Donc oui, c'est sûr, ça ne plaît peut-être pas exactement à tout le monde, mais c'est un consensus fort, large, qui donne au texte du Parlement une véritable force de négociation face au Conseil. Parce qu'il y a quelques petites rectifications à faire par rapport à l'accord de lundi soir au Conseil. Oui, on va en parler. Guillaume Balas, est-ce que pour vous c'est un bon accord pour la France? Alors lequel? Parce qu'il y a le compromis au Conseil qui a été fait lundi et il y a le texte qui a été voté par le Parlement. Moi, le texte qui a été voté par le Parlement et qui a été travaillé par Elisabeth Morin-Chartier me va à 98%. Le compromis qui a été trouvé lundi soir me va à 65%, on va dire. Qu'est-ce qui manque selon vous? Je pense qu'il y a 2 gros sujets. Le premier sujet, c'est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, la directive détachement des travailleurs, la base juridique est uniquement celle de la concurrence et de la liberté de service, c'est-à-dire tout ce qui est économique. On a, au Parlement, grâce à Elisabeth notamment, introduit l'idée qu'il y avait une seconde base légale qui était tous les articles sociaux qui existent dans l'Union européenne. Et le problème, c'est que le Conseil n'a pas pris ces articles sociaux. C'est très important, je vous dis pourquoi, parce qu'il y a une Cour de justice en Europe, et donc quand elle va interpréter les textes, eh bien, elle va se baser que sur les articles économiques, et c'est pas bon pour les travailleurs. Jean Arthuis, sur quelle position êtes-vous? Est-ce que vous préférez l'accord de lundi soir, le texte du Parlement européen? Comment ça va se passer? Je pense qu'il faut attendre le texte qui résultera de ce dialogue entre le Conseil et le Parlement. C'est un travail de dentelière qu'a préparé Elisabeth Morin-Chartier avec ses collègues de la commission emploi. Je crois qu'il faut saluer leur démarche et tout ce travail de concertation, de rapprochement des points de vue, éviter une fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne. Je pense qu'il faut attendre maintenant l'issue de cette discussion. Et ce qui me paraît très important, c'est que le Conseil ait une position. Et donc, on va pouvoir engager ce dialogue. Je crois que c'est une très bonne nouvelle, d'abord pour les travailleurs détachés, qui bénéficieront de rémunérations plus significatives. C'est une bonne nouvelle pour la mise en convergence du niveau de rémunération entre les travailleurs des États membres de l'Est de l'Union européenne et ceux de l'Ouest. Mais Donc, au total, c'est une avancée significative. Mais c'est une mauvaise nouvelle, Elisabeth Morin-Chartier, pour les chauffeurs routiers qui, eux, seront exclus de cette réforme. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment là que l'accord au Conseil pêche. Et c'est là que je conteste la vision de la France. Parce que la France est un grand pays aussi dans le secteur du transport routier. Moi, j'ai entendu le président Macron et je lui suis reconnaissante de ce qu'il a dit au mois d'août, quand il a dit que la directive de 96 ne correspondait pas aux fondamentaux de l'Europe. Or,
Qu'est-ce qui s'est passé lundi dans le domaine du transport routier? La France a cédé sur le transport routier et maintient la référence à la directive de 96 que notre président de la République lui-même contestait il y a quelques mois. Là, attendez, j'y perds mon latin. Et dans le texte du Parlement, et c'est pour ça que je veux batailler dans les négociations avec le Conseil sur ce point, dans le texte du Parlement, il y a un considérant qui fait la référence nécessaire pour que le transport bénéficie, en attendant d'une future loi spéciale, bénéficie de la directive révisée. Faut-il être rétrograde pour rester dans le domaine du transport routier sur un texte d'il y a 20 ans? Et ça ne me convient pas. Je dois vous dire aux uns et aux autres que ce sera un des points fondamentaux de la négociation dans les trilogues qui s'annoncent. Jean Arthuis, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il cédé là-dessus, notamment à l'Espagne et au Portugal? Et parce qu'il faut trouver un accord. Et ici... Mais nous l'avons trouvé au Parlement. La bonne idée, on l'a eue. On a la bonne formulation. On verra dans le trilogue, dans ce dialogue entre le Parlement et le Conseil, si sur ce point, il peut y avoir des avancées. C'est un point très important. On parle de l'aspect social, mais on voit bien que la France est traversée par des camions avec des réservoirs de carburant qui leur permettent de ne pas faire le plein en France pour éviter les taxations. Donc on assiste... parce que l'Europe est encore assez largement une addition d'égoïsmes nationaux. Donc chacun essaie de tirer la couverture à soi. Il va falloir en sortir. C'est une avancée, incontestablement. Je crois que dès qu'il y a un accord entre les chefs d'État et de gouvernement, c'est forcément un plus pour l'Europe et c'est quelque part une victoire pour l'Europe. Guillaume Balas, les chauffeurs routiers sont les grands oubliés de cette réforme. Moi, je vais peut-être être un peu transgressif dans le concert de louanges pour Emmanuel Macron sur ce sujet, mais non. C'est pas parce qu'il y a un accord entre les chefs d'État et de gouvernement que c'est forcément bon. Et je suis estomaqué que l'on ne relève pas la chose suivante. Il y avait en fait 98% du travail était déjà fait au Conseil et un accord était quasiment trouvé, notamment par le gouvernement, il faut le reconnaître, de François Hollande. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il est arrivé en disant « je veux 12 mois ». Et c'était un but de guerre extrêmement fort. Il s'est battu pour ces 12 mois qu'il n'a pas, puisqu'en fait... 12 mois, je précise pour nos téléspectateurs. 12 mois de durée maximale pour le détachement. Il ne les a pas en réalité, puisque c'est 18 mois. Ça ne sert à rien, puisque la réalité de la moyenne des travailleurs détachés, c'est 92% d'entre eux sont à moins de 3 mois. Mais par contre, on a un prix à payer pour ça. C'est-à-dire que les autres nous ont fait payer le prix du transport, nous ont fait payer le prix de la base légale dont je parlais tout à l'heure pour cela. Donc, si vous voulez, moi, ça me pose un problème démocratique quand même fondamental. Pourquoi nous nous sommes battus, nous, la France, pour quelque chose qui est purement symbolique, pour lâcher des choses, par contre, qui sont réelles? Et ça, quand même, je trouve que ça n'est pas relevé aujourd'hui dans la discussion. Élisabeth Morin-Chartier, vous partagez? Mais je partage totalement l'analyse de Guillaume. 12, 18, 24 mois, ça ne sert à rien. Le prix à payer a été beaucoup trop cher dans la négociation. Nous, au niveau européen, on ne se place pas en franco-français. On essaie de voir les points d'équilibre. C'est de l'horlogerie. Hein. Et donc, moi, je vous dis une chose, c'est qu'au Conseil, la France a lâché sur un sujet essentiel et elle a payé beaucoup trop cher pour avoir juste un petit terme de communication. Moi, je vais bien essayer dans les trilogues de rééquilibrer ça et que la France ne soit pas la grande perdante dans son secteur routier, comme d'autres pays, parce que nous avons d'autres alliés sur ce même sujet. Nous avons trouvé une formulation au niveau du Parlement européen qui a été votée à presque l'unanimité dans notre commission. Et ça a été difficile. Et bien, on y est arrivé. Maintenant, ça va être plus difficile, oui. Parce que le Conseil, il est plus nationaliste et les textes du Parlement sont toujours plus avancés que ceux du Conseil. Jean Arthuis, un mot. Est-ce que vous partagez? C'est de l'affichage, finalement, ces 12 mois sur lesquels s'est arc-bouté le président de la République? C'était important. C'était un engagement qu'il avait pris devant les Français lors de la campagne pour la présidentielle. Il avait pris l'engagement de réformer les travailleurs, la directive des travailleurs détachés. L'accord qu'il a obtenu de la part des chefs d'État et de gouvernement est une avancée substantielle. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut naturellement régler ce problème des chauffeurs routiers
il faudra y parvenir. Mais je veux voir un autre problème de détachement. C'est que j'observe que dans les pays de l'Est de l'Europe, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage parce qu'au nombre de Polonais et d'autres travailleurs des pays de l'Est de l'Europe viennent travailler en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne. Je vois des usines qui se déplacent de l'Europe de l'Ouest vers l'Est. Je vois même des éleveurs de porcs qui vont installer leur porcherie en Pologne pour accueillir des travailleurs qui viennent de Biélorussie et qui viennent d'Ukraine. Donc, quand on évoque les problèmes de détachement, je veux dire qu'il y a un vrai sujet qu'il va falloir régler. Les élections tchèques ont traduit de quoi? Elles ont traduit un malaise, parce que les salaires n'augmentent pas suffisamment. Et n'augmentent pas suffisamment parce qu'on laisse venir des travailleurs qui sont payés à des niveaux dérisoires. Ce n'est pas l'Europe que nous souhaitons. Nous souhaitons une Europe qui nous protège, une Europe qui permette de faire progresser les salaires les plus faibles. Or là, il y a manifestement une lacune. Il va falloir revoir cette question des travailleurs qui viennent de l'Est, des pays de l'Est, vers l'Union européenne. Elisabeth Morin-Chartier. C'est beaucoup plus complexe que cela, parce qu'en même temps, nous avons à l'ouest de l'Europe une exportation aussi de travailleurs détachés vers d'autres États membres. Et tout cela, il faut voir que c'est une expertise, une force d'appel à des populations de travailleurs qui apportent leur force à un moment donné à tel pays, à tel autre. Donc ce qu'il nous faut, c'est un système qui soit juste pour tout le monde, pour les travailleurs français qui vont à l'étranger, pour les travailleurs étrangers qui viennent en France, pour les travailleurs tchèques qui se déplacent. Donc il faut un système juste. Mais on ne fera pas l'Europe sur le moins-disant social. Et c'est bien cela que nous avons voulu marquer avec l'extension de la base légale. Justement, est-ce que l'objectif de « à travail égal, rémunération égale » sera bien respecté avec cette nouvelle directive, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des travailleurs détachés gagnent 50% de moins que le travailleur local? Guillaume Balas. Oui, mais alors attention. Parce qu'il y a deux formes de dumping. Il y a le dumping légal, qui existe puisqu'il y a une asymétrie des cotisations. Vous payez les cotisations du pays d'origine, c'est vrai. Et ça n'a pas été réglé dans cette nouvelle directive. Non, mais en même temps, attention, ce dumping légal, quand on regarde, il est beaucoup plus modéré que ce qu'on ne croit. Quand vous dites qu'il y a 50% de salaire en moins pour les gens qui viennent de l'Est principalement ou du Sud de l'Europe, soyons clairs, c'est généralement de la fraude. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui du contrôle. Et c'est pour ça que ce qu'a dit le président de la Commission européenne, Juncker, sur la création d'une autorité européenne du travail est absolument fondamental. Si on ne règle pas la question du contrôle aujourd'hui, on pourra faire le travail que nous avons fait est extrêmement important au Parlement européen sur la règle. Mais s'il n'y a pas un travail extrêmement important qui est fait sur l'application de la règle, tout ça ne sert à rien. Et justement, on va tout de suite écouter une responsable de la CGT Bâtiment en France. Elle connaît très bien la question des travailleurs détachés et elle réclame plus de contrôle. Écoutez-la. Aujourd'hui, quand on rencontre des inspections du travail, ils nous disent dès qu'on contrôle du détachement, c'est jusqu'à 80% de fraude. La fraude est généralisée, structurelle, au niveau du travail détaché. Donc concrètement, ce n'est pas le changement des règles qui va résoudre le problème, c'est la lutte contre la fraude. Et la lutte contre la fraude doit s'organiser au niveau européen, mais aussi au niveau national. Elisabeth Morin-Chartier, vous qui avez travaillé sur ce texte, est-ce qu'il prévoit des mesures pour justement lutter contre la fraude au niveau européen? Alors, le texte a été pensé très clairement pour qu'il puisse être un support à une lutte contre la fraude extrêmement possible et garantie. Mais le texte européen qui règle la fraude et la lutte contre tous les abus, c'est un texte qui date d'avril 2014 et qui charge les États membres de cette lutte. D'ailleurs, Myriam El Khomri, la précédente ministre du Travail, avait déjà engagé une politique d'inspection et de lutte contre la fraude extrêmement importante. Donc il faut que les États membres mouillent leur chemise pour lutter contre la fraude. Mais il faut aussi que nous nous appuyions sur la plateforme européenne de lutte contre le travail illégal, de telle sorte que l'Europe montre qu'elle
elle ne tolère pas la fraude au niveau européen. Jean Arthuis, c'est aux États membres de lutter contre la fraude. On l'a vu en France, ils Oui, ont c'est aux augmenté États ces membres, mais contrôles. on voit bien que les règles européennes sont appliquées diversement selon les États. Et la prochaine étape que l'Union européenne va devoir franchir, c'est que lorsqu'elle se donne des règles, elle se donne les moyens de vérifier que ces règles sont appliquées partout de la même façon. Au nom de la souveraineté nationale, on considère que la vérification relève des États. On en voit à toutes les limites dans de très nombreux domaines. Mais je reviens sur un point, parce qu'il s'agit de faire converger les niveaux de rémunération, de faire en sorte que l'Europe soit un espace économique et social optimal. Ça veut dire que les lois sociales, les lois fiscales, les lois du travail, les lois environnementales s'appliquent partout de la même façon, avec des niveaux de rémunération qui soient à peu près les mêmes. Or, l'écart entre les rémunérations les plus élevées et les plus faibles ne cesse de s'accroître, parce que précisément il y a cette porosité entre les travailleurs qui viennent de l'au-delà des frontières extérieures et l'Union européenne. Donc je souhaite que nous puissions nous saisir rapidement de cette question, car elle pose un vrai problème. C'est dans ces conditions que les salaires ne s'ajustent pas et que nous avons à faire face à une concurrence déloyale. On peut arriver, Guillaume Balas, à cette harmonisation dont on parle depuis très longtemps sur les... Oui, on peut si on veut, mais pour ça, il va falloir être conséquent. Et notamment, là je le dis, il y a des choses qui ont été votées par ce Parlement, ici, et maintenant les chefs d'État doivent s'en saisir. Et puisque vous êtes un appui de M. Macron, passez-lui le message, c'est extrêmement important. Par exemple, une règle simple. Il faut des salaires minimums aujourd'hui dans tous les États à 60% de ce qu'est le revenu médian. Ça a été voté par ce Parlement. C'est une arme massive de convergence sociale pour lutter justement contre aujourd'hui les divergences qui existent. Le problème, c'est que tout ça est voté. Nous avons voté aujourd'hui l'idée d'une inspection européenne, on va dire, en termes de travail. Tout ça, ce sont des choses, sur le transport, ça a été voté. Donc il faut que les chefs d'État, aujourd'hui, s'en saisissent. Pourquoi ce n'est pas appliqué, Elisabeth Morin? Moi, j'ai un deuxième message aussi pour le président Macron. C'est dans le délai de transposition, donc d'intégration des directives européennes dans la législation nationale. À la suite de la négociation au Conseil, qu'est-ce que je vois lundi soir? La France a permis qu'on allonge le délai de transposition. Mais moi, je veux 2 ans, pas plus. Il sera de pour 4 ans, transposer. selon cet accord. Et là, selon l'accord, c'est 4 ans. Et je dois même vous dire quelque chose, c'est que j'ai commencé à travailler avec des députés nationaux français de tous bords politiques pour qu'ils accélèrent l'intégration dans la législation française. Ça, le président peut le faire. Il peut accélérer cette intégration. S'il est vraiment européen, je le crois, et je suis reconnaissante que le président Macron ait mis l'Europe au centre du sujet, eh bien, accélérons la transposition et on ne laisse pas 4 ans. En 18 mois, on peut le faire. Arthuis, c'est vrai que le président a perdu là-dessus. La France a perdu. Il voulait 2 ans, c'est 4 ans. Je pense que le dialogue entre le Parlement et le Conseil va être extrêmement vivifiant. Voilà. Et moi, ce que je constate, c'est que l'Europe avance. Il y a des accords qui sont obtenus au plan parlementaire entre les chefs d'État et de gouvernement. Le président Macron a quand même mouillé sa chemise. Il est allé... Nous aussi. La plupart... J'ai pas dit autre chose. J'ai salué votre travail de dentelière, mais vous préférez horlogère. Oui, horloger. Ce sont des travaux de précision qui appellent beaucoup d'intelligence et de savoir-faire. Emmanuel Macron a pu d'ailleurs crisper certains pays de l'Est comme la Pologne. On a vu des mots assez durs échangés cet été. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous, Jean? Il va être temps que de temps en temps on se crispe et qu'on parle des vrais problèmes. Parce que trop souvent, nos chefs d'État et de gouvernement font des accords à minima. Et ça peut arriver également au Parlement où il n'y a pas de majorité en fait. Il n'y a pas un groupe qui soit majoritaire. Donc ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir une Europe qui prépare notre avenir et qui nous protège. Et que ceci fasse l'objet d'un débat qui parle aux citoyens européens. Trop souvent, nous évoquons des problèmes qui passent au-dessus de la tête. Guillaume Balas, d'un mot sur la méthode Macron en Europe. Elle est trop brutale? C'est pas ça. Je crois qu'il faut faire attention à ce que ça ne soit pas simplement une méthode symbolique. Moi, la grande crainte que j'ai, par exemple, quand j'ai vu le concert de louanges sur « ça y est, on a réglé le problème des travailleurs détachés », c'est que dans 1, 2, 3, 4 ans, on s'aperçoive que rien du tout.
et que là, la désillusion soit encore plus forte. Il faut faire très attention au discours politique aujourd'hui que l'on a. Je trouve qu'on est excessif quand il y a un problème en Europe, c'est la catastrophe, tout va mal, et que nous sommes excessifs quand il y a un petit gain. Je crois qu'il faut prendre nos concitoyens pour des adultes, bien leur expliquer les sujets aujourd'hui. Je n'aimerais pas qu'on s'aperçoive dans quelques temps que finalement non, le problème est encore là et les gens surtout quotidiennement le vivent. Parce que d'un point de vue politique, ça serait désastreux sur la question européenne. Elisabeth Alors, Morin-Chartier. je ne rajouterai rien à ce qu'a dit Guillaume sur la communication intérieure, nationale, qui a été faite, parce que je partage son analyse. Mais sur la méthode Macron au niveau européen, je voudrais dire aussi que c'est une illusion de laisser croire à nos concitoyens que la France est la meneuse du jeu toute seule et que nous sommes, tel Alexandre le Grand, celui qui va régler tous les problèmes au-delà des grands fleuves. Attention, nous sommes dans une communauté de 28 États membres sur lequel, effectivement, nous devons faire converger, mais il nous faut toujours... Il n'y a pas de majorité au Parlement européen, mais au niveau de l'Europe, il faut aussi construire des consensus. Ici, on ne fait rien tout seul. Nous le savons bien, parce que nous, entre groupes politiques, nous avons appris à travailler ensemble, et c'est beaucoup plus dans ce respect des idées, dans cette compréhension de l'autre. Et c'est ça l'horlogerie, que nous faisons avancer l'Europe qui protège, l'Europe des citoyens, l'Europe sociale, l'Europe de l'emploi. Jean Arthuis, un dernier mot. Qu'a dit Emmanuel Macron? Il a dit que c'était une victoire pour l'Europe. Et c'est ça l'essentiel. Et non pas pour la France. Merci Jean Arthuis et ce sera le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les trois d'être venus débattre sur le plateau d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouverez Nora Hamady. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et sur la RTBF.